C'est notre troisième cours, la première partie du troisième cours, et nous parlons toujours des parties du discours. Il faut signaler qu'il n'y a pas de limite tranchée entre les parties du discours. L'instabilité des limites entre les classes de mots se manifeste dans leur transposition syntaxique où le mot, tout en restant dans sa classe, remplit la fonction syntaxique d'une autre partie du discours. Sport, un costume sport. Fleuve, un roman fleuve. Et morphologique, où le mot quitte définitivement sa partie du discours et passe dans une autre partie. Malade, un malade par exemple. Maintenant, prenant en considération tout exposé plus haut, on peut noter que toutes les parties du discours sont de grandes classes, espèces ou catégories de mots ayant les mêmes propriétés sémantiques et grammaticales. L'appartenance d'un mot à une partie du discours est surtout déterminée par sa forme grammaticale. Pour les langues où les indices morphologiques ne sont pas assez nés, c'est aussi le cas du français, on est obligé de prendre en considération avant tout les critères syntaxiques, fonction et distribution des mots. Les parties du discours ne constituent pas un système rigide, comme nous avons dit. Dans certaines constructions, quelques indices catégoriels rendent difficile leur distinction et donnent lieu à beaucoup de discussions. Ce sont les indices suivants. Fait intermédiaire, voiture sport, école pilote, grandeur nature. Transposition des mots d'une classe. Dîner, le dîner. Déjeuner, le déjeuner. Neutralisation. Il fait froid, le froid, froid. Il fait nuit. Les points litigieux les plus importants de la théorie des parties du discours en français sont la nécessité de la distinction des parties du discours, les principes de leur distinction, leur inventaire, la hiérarchie de ces catégories. La nécessité de distinguer dans une langue les parties du discours est contestée par la grammaire formelle distributive d'une part et, de l'autre, par certaines théories négligeant les différences de structure entre les unités sémantiques de la langue. Pour distinguer les parties du discours, on avance différents critères, essentiellement sémantiques, exclusivement formels, sémantico-grammaticaux. Ces derniers sont les plus convaincants. L'inventaire des parties du discours en français n'est pas établi de façon définitive. Selon les auteurs, comme nous avons déjà remarqué dans nos cours précédents, leur nombre varie de 7 à 12. Tous les linguistes distinguent en traitant pareillement le nom et le verbe, alors que les autres parties du discours soulèvent de controverses qui portent surtout sur les problèmes suivants. Nom de nombre, classe à part, adjectif ou déterminatif, ça nous avons déjà remarqué, nous avons déjà souligné. Déterminatif, classe à part, pronom ou adjectif pronominal, article, la partie du discours indépendante, variété de déterminatif, élément morphologique du substantif. Particule, classe à part ou adverbe, et mot-phrase, classe à part ou adverbe. Selon le classement de tous ces éléments, on voit varier sensiblement les limites de certaines autres parties du discours, les adjectifs, pronoms, adverbes. Les trois critères qui sont à la base de la distinction des parties du discours sont intimement liés entre eux. C'est le sens catégoriel qui détermine les catégories morphologiques et les fonctions syntaxiques du mot. En fin de compte, les parties du discours se déterminent par leur valeur dénominative, c'est-à-dire par ce que les mots représentent et par la façon dont ils le représentent. Comme nous l'avons déjà remarqué, selon le mode de dénomination, on distingue les parties du discours essentielles et subsidiaires. Les premières reflètent la réalité et nomment les choses d'une façon discontinue, indépendante et directe. Les parties du discours subsidiaire désignent la réalité
globalement, interjection et mot-phrase, de façon non indépendante et indirecte. Selon le caractère des objets reflétés, on distingue, parmi les parties du discours essentielles, les verbes, les substantifs, les adjectifs, les adverbes et les numéros, qui expriment respectivement les substances, les processus, actions ou états, les caractéristiques des substances ou des processus et les nombres. Les mots-outils servent à constituer la forme syntaxique d'un mot autonome, à l'actualiser, à remplacer un terme de proposition, à lier les termes ou les propositions entières, à exprimer la modalité de la proposition en entier. Maintenant, le nom. Le mot nom exprime l'idée de connaître. Le nom fait connaître ce dont on parle. En ce sens, tous les mots sont des noms, d'où la confusion assez naturelle entre le mot et le nom. Autrefois, on réunissait sous le vocable de nom les noms substantifs et les noms adjectifs. Les linguistes actuels préfèrent le mot substantif qui permet d'utiliser le mot nom pour toute la catégorie nominale, substantif et adjectif. Le nom désigne des substances, choses, êtres, phénomènes. Mais comme il est aussi une forme grammaticale, n'importe quelle notion peut être comprise substantivement pour former un substantif. C'est ainsi que le nom peut exprimer une qualité ou une notion abstraite. D'après leurs particularités sémantico-grammaticales, les substantifs se subdivisent en quelques groupes. Nom commun, nom propre, nom concret, nom abstrait, nom discret, nom indiscret, nom nombrable, nom non nombrable, noms animés, noms inanimés, noms indépendants, noms relatifs. La première opposition, nom commun, nom propre. Les noms communs marquent toute une classe d'objets puisqu'il est impossible d'appliquer à chaque chose un nom individuel. La table, par exemple, le livre. Le nom propre appartient en propre, en privé, à tel homme, femme, tel animal. Les noms propres servent aussi à désigner les peuples, les pays, les villes et autres catégories géographiques. Nicolas, la France, Paris, Félicie, etc. À la différence des noms communs, les noms propres ne possèdent pas la catégorie du nombre, s'emploient sans article, Bourdeau, François, ou seulement avec l'article défini, la Seine, la Corse. Une position intermédiaire entre les noms communs et les noms propres est occupée par les noms uniques qui servent à désigner les objets uniques, soleil, lune, ciel. Maintenant, l'opposition non concret, non abstrait. Les noms concrets désignent les objets, les êtres qu'on peut toucher, voir, entendre. Par exemple, chien, garçon, maison. Les noms abstraits marquent des notions abstraites indépendantes des objets existants. Comparez une vieille, la vieillesse, une belle, la beauté. Les noms abstraits désignent des qualités, des actions, la blancheur, l'attente. Et si les noms concrets peuvent être caractérisés quantitativement, par exemple 2 arbres, un grand arbre, beaucoup de voyageurs, les noms abstraits se caractérisent du point de vue de l'intensité, de la durée, une grande beauté, c'est-à-dire très beau, une longue attente. Les noms concrets peuvent nommer les objets ou les êtres d'une façon autonome. C'est un chat, voilà un arbre. Les noms abstraits ne sont pas autonomes. C'est une arrivée, mais l'arrivée du président.
Les noms abstraits ne possèdent pas la catégorie du nombre, sont précédés de l'article défini et remplissent le plus souvent les fonctions secondaires du substantif. Mettons les noms discrets, les noms indiscrets. Les noms discrets désignent des objets qui possèdent leurs limites et se séparent facilement des autres objets. On peut les compter. Les noms discrets s'emploient avec l'article indéfini, singulier et pluriel. Les noms indiscrets désignent les substances qui n'ont pas de limite. Air, eau, pain, sable. On ne peut pas les compter, mais seulement évoluer leur volume, leur masse. Un verre d'eau, 1 kilo de sucre. Les noms indiscrets sont précédés de l'article défini ou partitif, opposition, totalité, partitivité. Non pas la catégorie de nombre. Leur fonction typique est celle du complément d'objet. Une position intermédiaire entre les noms discrets et indiscrets est occupée par les noms collectifs. Étant employés au singulier, les noms collectifs servent à désigner les collections d'objets semblables. Branchage, pierraille. Leur sens se laisse interpréter à l'aide du mot ensemble. Feuillage, ensemble de feuilles. À la différence des noms de matière, les noms collectifs peuvent s'appliquer à des êtres animés. Les noms collectifs n'ont pas la catégorie du nombre. Les noms numériques, les noms anumériques. Les noms numériques sont les noms concrets, animés ou inanimés. Les noms propres qui ne sont pas uniques. Les noms anumériques, les noms uniques, les noms de matière, les noms collectifs, les noms abstraits. Les noms numériques s'emploient au singulier ou au pluriel et peuvent être accompagnés de tous les articles, sauf l'article partitif. Notons les noms animés, les noms inanimés. Les noms animés désignent des êtres vivants capables de se déplacer, d'agir, d'éprouver des sentiments. Ils sont majeurs ou mineurs. Ils appartiennent au sexe masculin ou féminin, etc. Le français possède des suffixes spéciaux pour former les noms animés qui marquent l'occupation. Par exemple, danseur, lecteur, la profession, pharmacien, les êtres du sexe féminin, danseuse, lectrice, etc. Les noms animés se caractérisent grammaticalement par des traits suivants. La catégorie du genre est significative pour ces noms. Elle indique le sexe, ouvrier, ouvrière, acteur, actrice. Ils sont substitués par des pronoms bien déterminés, qui, de qui, à lui, etc. Ils jouent le rôle de sujet auprès des verbes transitifs. Pour les noms inanimés, cette fonction n'est pas caractéristique. Elle est liée à la métaphorisation du verbe. Ils s'accompagnent de verbes, d'adjectifs marquant les propriétés des êtres vivants. Exemple, dire, manger, dormir, mort, vivant, fatigué, etc.